Salut Moussaillon, si t'as dormi toute la semaine, c'est pas grave, voilà les beaux du 30 juin. Salut et bienvenue dans cet hebdomadaire du vendredi 30 juin 2023. Je te rappelle le principe de cet hebdo, c'est super simple. Il s'agit de te présenter pour la semaine qui vient de se passer tous les événements nautiques ou maritimes, qu'ils soient d'ampleur ou de simples petits détails. Lundi, la compagnie Condor Ferry s'engage aux côtés de Portsmouth pour la construction d'un nouveau terminal. La société de transport par ferry, qui opère des routes depuis et vers les îles anglo-normandes et le sud de l'Angleterre, s'est engagée à pérenniser l'usage qu'elle fera du port de Portsmouth au sud de Londres jusqu'en 2033. C'est une nouvelle qui est accompagnée de l'arrivée d'un nouveau bâtiment, le Condor Highlander. Aujourd'hui, Portsmouth est desservi, pour ce qui est de la Condor, par le Ro-Pax Commodore Clipper et le Freight Vessel Commodore Goodwill. En complément, c'est une rotation hebdomadaire que réalise le navire à passagers Condor Libération sur la route Portsmouth-Cherbourg pour le compte de la Brittany Ferry. C'est une bonne nouvelle, à la fois pour les salariés de la Condor, pour le tourisme du sud du Royaume-Uni et du nord de la Bretagne, que cet engagement sur 10 années que prend l'armateur, nous apprend le site Anyferry, dont le lien apparaît actuellement à l'écran. C'est aussi une nouvelle rassurante pour le port de Portsmouth, rapporte Yann Palacio, directeur du développement international du port de Portsmouth, qui déclare « Je suis heureux que nous ayons engagé sur 10 ans avec l'un de nos plus anciens clients. Nous sommes fiers de maintenir en place la ligne de vie qui unit l'Angleterre et les îles anglo-normandes. L'excellente localisation du port de Portsmouth, à proximité des autoroutes notamment, nous fera travailler de concert avec Condor pour offrir encore plus d'attractivité touristique à la fois au sud de l'Angleterre et aux îles de la Manche. La flotte de Condor est dorénavant composée de 5 bateaux, Condor Highlander, Commodore Clipper, Commodore Goodwill et les ferries rapides Condor Libération et Condor Voyageur. Mardi, les États membres de l'ONU ont adopté le premier traité international pour protéger la haute mer, un accord historique pour contrecarrer les menaces qui pèsent sur l'océan et sa bonne santé, vitale aussi pour l'humanité. C'est ce que rapporte l'Antenne, la lettre quotidienne d'information sur le transport. L'océan est la force vitale de notre planète. Aujourd'hui, vous avez insufflé une nouvelle vie et un nouvel espoir pour que l'océan ait une chance de se battre, a commenté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, saluant une réussite historique. Chaque État doit désormais le ratifier au plus vite afin qu'il entre en vigueur et que nous puissions protéger notre océan, renforcer notre résilience au changement climatique et préserver les vies et les moyens de subsistance de milliards de personnes, a déclaré de son côté Rebecca Hubbard, directrice de la coalition d'ONG IC Alliance. En mars, après plus de 15 années de discussions, dont 4 années de négociations formelles, les États membres avaient enfin réussi à se mettre d'accord, gelant le texte sur le fond, avant son passage au crible des services juridiques et son adoption lundi par consensus. Alors que les écosystèmes marins sont menacés par le changement climatique, les pollutions et la surpêche, la science a prouvé l'importance de protéger tout entier cet océan, foisonnant d'une biodiversité souvent microscopique, qui fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons et limite le réchauffement de la planète en absorbant une partie importante du CO2 émis par les activités humaines. La haute mer commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des États, à maximum 200 milles nautiques, soit environ 370 km des côtes, et n'est donc sous la juridiction d'aucun État. Même si elle représente près de la moitié de la planète et plus de 60% des océans, elle a longtemps été ignorée dans le combat environnemental au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques. Outil phare du nouveau traité, la création d'aires marines protégées dans ces eaux internationales. Aujourd'hui, environ 1% seulement de la haute mer fait l'objet de mesures de conservation. Mais en décembre, à Montréal, l'ensemble des États de la planète s'est engagé, lors de la COP 15 sur la biodiversité, à protéger d'ici 2030 30% des terres et des océans de la planète. Avec ce nouveau traité, nous nous donnons les moyens d'atteindre les objectifs de la COP 15 de protection de 30% des mers et des océans d'ici 2030, s'est félicité le secrétaire d'État français à la mer, Hervé Berville, appelant à un sprint vers la ratification pour rendre possible une entrée en vigueur d'ici la prochaine conférence de l'ONU sur les océans à Nice en juin 2025. Le nouveau traité sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale introduit aussi l'obligation de réaliser des études d'impact sur l'environnement des activités envisagées en haute mer. Le texte n'en dresse pas la liste, mais cela pourrait aller de la pêche au transport, en passant par de potentielles activités controversées comme l'exploitation minière sous-marine ou la géo-ingénierie visant à limiter le réchauffement.
Le traité établit également le principe du partage des bénéfices des ressources maritimes génétiques collectées en haute mer. Les pays en développement qui n'ont pas les moyens de financer de très coûteuses expéditions et recherches se sont battus pour obtenir le principe d'un partage équitable des ressources marines génétiques, que ce soit l'accès aux données scientifiques ou une part des bénéfices anticipés de la commercialisation de ces ressources, dont les entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques espèrent tirer des molécules miracles. Le texte sera ouvert aux signatures le 20 septembre, au moment où des dizaines de chefs d'État et de gouvernement seront à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Reste à savoir combien de pays décideront de monter à bord. Sans surprise, la Russie a pris ses distances du traité dès son adoption, jugeant certains éléments du texte totalement inacceptables. Les ONG estiment toutefois que le seuil de 60 ratifications pour entrer en vigueur ne devrait pas être trop difficile à atteindre. La coalition pour une haute ambition de ce traité, menée par l'UE comptant déjà une cinquantaine de pays, dont le Japon, le Chili, l'Inde ou le Mexique. Mais 60, c'est loin de l'universalité prônée par les défenseurs de l'océan, qui espèrent que l'élan politique au cours de l'adoption ne retombera pas. En tant qu'État et en tant qu'humanité, nous voyons l'urgence de l'application de cet accord sans délai, a souligné le ministre chilien des Affaires étrangères, Alberto Van Claveren, qui a proposé d'accueillir le secrétariat du traité à Valparaiso. Mercredi. Aujourd'hui, c'est le magazine Jeune Marine qui nous parle de la nouvelle aventure du navire Polar Front. Le navire d'expédition polaire Polar Front, propriété de la compagnie maritime marseillaise Latitude Blanche, bénéficiera d'une importante rénovation à la fin de l'année 2023. C'est au chantier concarnois Piriou et sa filiale Piriou Naval Service qu'ont été confiés ces travaux qui marquent une étape importante dans l'histoire singulière de ce bateau. Dernier navire météorologique du monde, Polar Front a été construit en Norvège en 1976, puis affrété par l'État norvégien pendant la quasi-totalité de sa vie pour effectuer des relevés scientifiques dans l'Atlantique Nord, plus précisément à la fameuse station Mike, située à 66 degrés nord, 2 degrés est, et considérée comme la station météo la plus mouvementée du globe. Polar Front a été acquis par Latitude Blanche en 2017 pour être converti en navire d'expédition et sillonner les eaux glacées de l'Arctique sous pavillon français. Il se faufile aujourd'hui entre les icebergs, dans les fjords les plus septentrionaux, révélant les secrets de ses côtes reculées et offrant un spectacle inoubliable à une douzaine de passagers, désireux de vivre une véritable aventure polaire tout en étant sensibilisés aux enjeux environnementaux de ces régions aussi extrêmes que fragiles. Latitude Blanche est en effet convaincue que l'expédition polaire n'a d'avenir que dans un cadre respectueux de l'environnement. C'est ce qui a guidé son choix de réhabiliter un navire de petite capacité. Elle a aussi veillé à y faire des travaux chaque année pour améliorer ses performances en matière de sobriété énergétique. Après 5 années d'exploitation, toujours soucieuse de limiter l'impact du navire sur l'environnement et d'améliorer la sécurité de la navigation, Latitude Blanche s'apprête à engager d'importants travaux qu'elle a choisi de confier à Piriou Naval Service, spécialiste de la réparation navale. Le navire sera donc accueilli à Concarneau en décembre 2023 pour 4 mois de travaux avec notamment la mise en place d'une propulsion diesel électrique, la réduction de la puissance du navire de 1100 kW à 710 kW, la mise en place d'une hélice à 5 pales fixes d'un plus grand diamètre et sans tuyère, une ligne d'arbre entraînée par 2 moteurs électriques via un réducteur, 3 groupes électrogènes plus un groupe électrogène de mouillage, la réduction catalytique à l'échappement, l'installation de cogénération pour chauffer le navire avec la chaleur des moteurs. Une refonte d'ampleur, donc, qui permettra une économie d'énergie estimée à 35% grâce à la performance des équipements choisis, au frationnement de la puissance embarquée et à la cogénération. Les émissions de CO2 seront réduites d'autant, correspondant à l'absorption de plus de 17 000 arbres chaque année. Conforme aux exigences les plus strictes en matière de prévention de la pollution de l'air, Polar Front sera capable de ne plus émettre d'oxyde d'azote. Fort de sa nouvelle motorisation, le navire sera plus sûr, en avance sur la réglementation et verra ses émissions de CO2 réduites de 35%, souligne l'entreprise Latitude Blanche. Avec de nombreuses refontes et modernisations à son actif, Piriou Naval Service est le chantier idéal pour ce beau projet, a expliqué Philippe Tenant, directeur du chantier. Nous remercions les équipes de Latitude Blanche pour leur confiance et sommes ravis de les accompagner dans la suite de leurs aventures. Les caractéristiques du navire, long de 55 mètres, large de 10 mètres, présente un tirant d'eau de 4,20 m sous pavillon français. Il est classifié pour une vitesse de 9 nœuds, coque renforcée pour les glaces, capacité de 12 passagers plus 9 membres d'équipage et des guides, et enfin, il dispose de stabilisation anti-roulis. Latitude Blanche est une compagnie maritime française créée en 2017.
Propriétaire du navire d'expédition Polar Front, cette jeune compagnie prône une expérience polaire authentique, alliant confort, service personnalisé et respect de la nature, tout en favorisant l'emploi de marins français. L'Attitude Blanche est toujours présidée par son cofondateur Yann Lebellec, ancien élève de l'ENSM, passionné par les mondes polaires, ayant navigué comme capitaine et pilote des glaces. Jeudi. La préfecture maritime de la Méditerranée communique qu'un hélitreuillage de 2 personnes a eu lieu au large de Fos-sur-Mer le 23 juin dernier. Ce vendredi vers 14 h, le Cross Méditerranée est alerté par le MRCC allemand que 2 personnes allemandes parties de Sainte-Marie-de-la-Mer et se dirigeant vers le port Saint-Louis-du-Rhône sont en panne à bord de leur Zodiac. Dans un premier temps, le Crossmed engage la SNSM de Port-Louis-du-Rhône et 2 semi-rigides, marins-pompiers et SDIS-13, pour repérer le Zodiac aux abords de la zone. La recherche n'aboutissant pas en raison de la météo sur zone, fort vent, le Zodiac ne pouvant pas donner sa localisation, le Crossmed engage dans un premier temps l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, l'hélicoptère de la gendarmerie de Montpellier et déroute l'avion Xingu 121 de l'armée de l'air en entraînement. Au vu de l'étendue de la zone de recherche, le Crossmed décide dans un second temps d'activer l'avion de recherche Falcon 50 de la Marine nationale. Le Zodiac des 2 Allemands a finalement été retrouvé par hélicoptère Dauphin de la Marine nationale à 8 nautiques dans le golfe de Fos-sur-Mer qui les a hélitreuillés vers l'hôpital de la Timone à Marseille. Les 2 passagers sont heureusement sains et saufs, mais en état de fatigue avancée. Vendredi. L'organisation de The Ocean Race donne des nouvelles de la course. Alors qu'il était déjà urgent d'arriver à Gênes, Ambrogio Beccaria est plus pressé que jamais. Non seulement l'équipier italien du Team Holcim PRB souhaite rejoindre son pays d'origine le plus vite possible, mais en plus les réserves d'avitaillement de l'IMOCA commencent à être limitées. Mec, y a plus de Nutella, comme il se plaint à son coéquipier Johan Richomme. Les autres ont tout mangé. Avec seulement 5 personnes à bord, le voleur de Nutella ne devrait pas être bien difficile à démasquer. Encore faut-il maintenir une certaine concentration pour devancer ses concurrents, ce qui est loin d'être évident dans une Méditerranée plus piégeuse qu'à l'accoutumée. Tard dans la nuit de vendredi à samedi, le skipper Benjamin Schwartz a emmené Holcim vers les côtes algériennes à la recherche d'une brise nocturne en provenance du haut du continent africain. Pendant ce temps, Biotherm et Team Malaysia ont décidé de rester dans les eaux européennes en remontant vers la côte espagnole. Nous ne nous attendions pas à ce que nos 2 collègues choisissent une route différente de la nôtre. Ils ont opté pour un parcours côtier le long des côtes espagnoles, alors que nous avons décidé d'aller vers l'Algérie. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu ou ce que nous n'avons pas vu, mais maintenant, nous n'avons plus le choix. Il s'est avéré que les inquiétudes concernant la possibilité d'une grande scission ne sont pas avérées trop importantes. Holcim a rebondi sur la côte algérienne et a viré de bord en direction de l'Espagne avant de reprendre sa route en tête de la flotte. L'équipière de Holcim, Annemie Quebess, a commenté « Nous sommes finalement satisfaits de notre stratégie. Nous étions stressés par l'énorme écart latéral. Quoi qu'il en soit, c'était bien d'essayer d'attraper les vents thermiques un peu plus tôt. » Sans être aussi extrême que l'échappée de Wind Whisper Racing Team en tête de la flotte des VO65, il y a des similitudes dans la façon dont les leaders des flottes respectives ont tracé leur route propre vers l'Est. Mais, comme l'explique Axel Magdal, le navigateur de Wind Whisper, il ne semblait pas y avoir d'autres options à ce moment-là. Nous avons navigué vers l'est en direction de la côte algérienne et il y a eu un grand écart. Nous sommes passés à l'est de Majorque, les autres bateaux ont pris l'option ouest. Nous pensions que si nous étions passés à l'ouest, nous nous serions arrêtés faute de vent et qu'ils nous auraient rattrapés. On a senti qu'il n'y avait pas d'autres options que d'aller à l'est, même si c'était moins confortable. Le peloton, qui est resté proche des côtes espagnoles, s'est tellement rapproché d'Alicante ce week-end que l'on aurait pu se demander si les marins ne pensaient pas que la course allait se terminer au même endroit où elle avait commencé 6 mois plus tôt. Eh bien non, ils ont continué à passer devant le QG de The Ocean Race, remontant la côte ibérique, passant devant Barcelone et se dirigent vers le sud de la France. Rien n'est facile, même pour un vétéran comme Roberto Cheni Bermudez de Castro, le skipper des VO65 Mercury Trifork Racing Team. En naviguant dans cette petite houle méditerranéenne, le bateau saute trop, mais nous poussons très fort avec les Mexicains, les Autrichiens et la flotte IMOCA en tirant des bords auprès. Il est intéressant de voir Wind Whisper prendre l'option Est. Il y a encore beaucoup de conditions difficiles avant que de n'arriver à Gênes. La Méditerranée est délicate, mais cette fois-ci encore plus que d'habitude. Avec des prévisions de vent légers et variables entre l'endroit où se trouvent les concurrents et Gênes, les ETA sont encore très incertaines. Wind Whisper est attendu lundi, tandis que les autres bateaux de la course devraient arriver mardi. Les dernières positions des 2 flottes sont sur la cartographie et le classement est disponible sur le site internet de la course. Les dernières nouvelles sont disponibles sur le site de la course dont l'adresse s'affiche actuellement à l'écran et vous pouvez suivre le plus grand défi autour du monde sur Eurosport avec chaque départ d'étape en direct et à la demande sur Discovery Plus ou sur Eurosport. Voici la fin de cette hebdomadaire.
J'espère que tu t'abonneras pour avoir encore plus d'informations nautiques. N'hésite évidemment pas à liker et republier cet article. Si tu es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.